Bonjour Jean Fontanieu. Bonjour. Merci d'être à Regard Protestant pour donner suite à la conférence du 8 avril dernier sur le changement climatique, avec la question que nous allons traiter, à laquelle vous avez essayé de répondre durant la conférence. Quel levier pour agir à l'échelle individuelle? Je sais que vous avez des images, des bases bibliques, des visions tirées de la Bible. L'homme est responsable de la terre, de la nature, du climat. Il est responsable, en tout cas, il est le gardien. Il est le gardien de la création. C'est mon regard, moi, sur cette question. Ça veut dire qu'un gardien, évidemment, est responsable. Il est responsable que les équilibres se tiennent bien, que la vie soit respectée. C'est un élément, peut-être, sur lequel on reviendra, qui est fondamental. Et en tout cas, qu'il y ait de la production, un peu d'exploitation, on maintient les équilibres, on fait fructifier tout ça. Fructifier pour les humains et pour le bienfait de l'humanité. Vous preniez la parole pour cette conférence sur le changement climatique il y a peu, au nom des shifters. Alors, ce n'est pas un parti politique. Qu'est-ce que c'est, les shifters? Les shifters, c'est une association de 1901 de bénévoles, à peu près 35 000 bénévoles, qui viennent en appui du Shift Project. Alors, le Shift Project, c'est un think tank, un laboratoire d'idées, qui a été lancé par Jean-Marc Jancovici, pour produire des plans de changement de l'économie française en faveur de la décarbonation et de l'élimination des ressources fossiles. Et donc nous sommes là pour porter une parole autour de ces plans, que ce soit sur la terre, la circulation, la nourriture et tout ça. Et je donne des conférences, je fais aussi des podcasts, par exemple, pour décarboner la culture. Voilà, c'est un secteur qui m'intéresse particulièrement. Donc voilà. Le climat a un impact sur beaucoup de choses demain et il faut que la population s'en empare, les décideurs, les financiers, tout le monde, pour qu'on arrive à faire basculer l'économie vers une neutralité carbone. C'est un peu notre objet. Est-ce que c'est une analyse, une réflexion différente de ce qu'on a appelé depuis les années 70 le développement durable, c'est-à-dire que la roue de l'environnement, de la vie sociale, de la vie économique, tout doit être aligné d'une manière durable? Est-ce que c'est la reprise du développement durable ou son prolongement? C'est un petit peu différent. Alors le Shift Project et les Shifters ont plutôt une analyse scientifique pour essayer de faire prendre conscience, c'est-à-dire la comptabilité carbone, etc., pour qu'il y ait moins d'idéologie. La question du développement durable, c'est une notion qui a un peu bougé aujourd'hui. On n'utilise plus beaucoup cette notion parce qu'il y a la question du développement et le développement entraîne des questions de surutilisation des objets, etc. Donc on utilise, certains groupes utilisent aujourd'hui la notion d'avenir désirable, futur désirable. Et donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que compte tenu des limites de la Terre, c'est-à-dire le monde fini, nous sommes en train de comprendre que le monde n'est pas extensible à merci. Ce monde fini, il faut qu'on puisse le préserver pour que l'humanité puisse continuer à vivre. Parce que la Terre en elle-même, ce n'est pas un problème pour elle, elle se recyclera, même s'il y a des pertes de population, d'animaux, il y en a d'autres qui ne viendront pas derrière. C'est l'humanité qui pose ce problème. C'est-à-dire que si nous disparaissons, c'est un souci, pour moi en tout cas, voilà, pour mes générations futures, pour notre pensée. Et donc, le développement souhaitable, il faut essayer de comprendre comment nous pouvons, l'avenir désirable, quel avenir nous pouvons imaginer qui respecte ces limites planétaires. Et ça, c'est un sujet gigantesque. Vous commencez par proposer quel levier individuel pour enclencher ce changement? Dans quel domaine de la vie? Nous sommes environnés de carbone, partout. Les vêtements sont aujourd'hui, à grande majorité, produits à base de tissus de synthèse, donc à partir du pétrole, gaz, pétrole, etc. Et donc les produits, tout, la table aujourd'hui, les revêtements, les moquettes, voilà. Et les engrais aussi qui font pousser la nourriture. Aujourd'hui, ce sont des engrais phosphatés qui sont faits à partir du pétrole. Et donc, au titre individuel, on ne parle pas de... Enfin, aujourd'hui peut-être on ne parle pas de l'industrie, mais au titre individuel, pour répondre à votre question, il faut commencer par les impacts majeurs. Le premier impact, c'est les déplacements.
La voiture, bien sûr, ça vient à l'idée de tout le monde. Fabriquer une voiture émet beaucoup de gaz, mais alors surtout mettre du pétrole dedans tous les jours pour voyager. Donc, à ce titre-là, par exemple, sur le déplacement, on propose de voyager à plusieurs dans une voiture, voyager moins, voyager dans des voitures électriques à plusieurs, rouler moins vite, et puis prendre le vélo, et puis prendre les transports en commun, et ne plus prendre l'avion, etc., etc. Voilà, il y a un certain nombre d'actions possibles pour chaque individu pour contribuer à la réduction individuelle des émissions de gaz à effet de serre. Dans la vie quotidienne, vous dites aussi que l'alimentation a un rôle important dans le réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, c'est le deuxième poste d'émissions de gaz à effet de serre. D'une part parce que, alors le premier poste au sein de l'alimentation, c'est la viande. La viande et donc notamment la viande rouge, puisque pour produire 1 kilo de viande rouge, il faut 1 tonne de pétrole. Ça peut paraître fou, mais il faut 1 tonne de pétrole parce que il faut faire pousser du soja. Le soja alimente les bovins. Il faut des engrais phosphatés produits du pétrole, à partir du pétrole pour faire pousser le soja. Il faut transporter ce soja jusqu'en Europe, à partir du Brésil ou des États-Unis. Et en plus, il faut transformer la viande, il faut nourrir ces animaux, etc., etc. Donc, réduire la consommation de viande, premier projet, première possibilité pour l'être humain, réduire. On a commencé par dire il faudrait 1 jour sans viande, par exemple, dans les cantines, ou chez soi. Moi, personnellement, j'achète plus de viande, par exemple, voilà, puisque je peux trouver des sources de protéines nécessaires à la croissance dans les légumes, les végétaux, les légumineuses sont très riches en protéines, donc c'est tout à fait intéressant. Et voilà, on peut commencer par ça. Ensuite, on peut prendre des légumes bio, par exemple, qui sont moins consommateurs d'engrais. Donc toujours pareil, c'est la question du carbone, on essaye de limiter ça, le fromage, et puis à la limite, on pourrait évoluer comme ça vers une alimentation à base de végétaux quasi essentiellement. Il y a un autre domaine de la vie quotidienne, après le transport et l'alimentation, qui sera un levier de changement. Oui, les vêtements. Aujourd'hui, les Français achètent 80 pièces de vêtements par an. C'est beaucoup, en moyenne. Donc, il y a des gens qui en font 250, etc., qui achètent avec les nouveaux vendeurs asiatiques comme Shein ou Temu, ceux qui achètent des vêtements qui sont portés 2 fois. C'est une tentation, comme ça, des vêtements pas chers, on les prend puis on les jette. Et ça contribue à une pollution en microplastique, par exemple, phénoménale à la surface du globe. Donc, acheter des vêtements plus durables, dont on va prendre soin, qu'on va réparer aussi, ou alors qu'il va y avoir une deuxième main, qui fait qu'on aura moins de production initiale de vêtements. Ça, c'est un élément, une piste importante aussi, pour éviter aussi que ces vêtements jetés se retrouvent en Afrique, par exemple, des tonnes, des millions de vêtements qui jonchent les plages du Ghana parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Les actions individuelles peuvent avoir un impact sérieux, c'est le ressort de votre action au Shifter. À partir de quel pourcentage de la population agissant, consciente, la transformation, l'inversion est possible? Alors c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on dit que, enfin, un certain nombre d'études, pas forcément sur la dimension climatique, mais sur d'autres sujets politiques, disent que quand 15% d'une population est conscientisée, politisée sur une question, c'est un pourcentage suffisant pour faire basculer le reste de l'opinion publique, le reste des comportements, en quelque sorte. Donc ça a été tenté, ça a été mesuré sur d'autres aspects politiques, notamment sur la politique de la ville, la politique de l'enfance, par exemple. Et donc, partant de cette analyse-là, on se dit chez Shifters que notre projet, ça serait de conscientiser, je ne sais pas comment il faut dire, enfin, de faire prendre conscience, réflexion à 15% de la population
ce qui est beaucoup quand même, hein, 15% de la population, pour qu'on puisse entrer dans un cercle vertueux avec une baisse drastique des émissions de gaz à effet de serre. Je rappelle là de l'urgence qu'il faut, nous avons 25 ans à peu près pour consommer le crédit carbone qui nous empêchera au-delà duquel nous rentrerions dans des cercles d'intempéries insurmontables, avec voilà, la chaleur insupportable, des morts, etc. Et donc, 25 ans, il faut aller très vite, il faut baisser de 5% par an notre production de gaz à effet de serre. C'est beaucoup, hein, 5%, c'est le Covid. Hein, ça a été la réduction pendant le Covid. Et donc, il faut voilà, 15%, et en espérant que les jeunes générations, mais aussi les industriels, il y a tout le monde politique, il y a aussi les décideurs, des gens qui construisent des entrepôts, Amazon ou d'autres dans les espaces, pour qu'on puisse prendre conscience de quel choix voulons-nous, quel avenir voulons-nous, compte tenu du fait que notre type de consommation, notre style de vie aujourd'hui, eh bien, nous mène droit dans le mur. Voilà, c'est ça, c'est cette conscience, cette prise de conscience qui est compliquée à avoir pour que la majorité des gens y accèdent, mais ça remet en cause beaucoup de choses. Il y a des informations chocs oui. Dans la conférence des shifters. Est-ce qu'il y a des points d'information qui sont méconnus et qui vous ont secoué et qui pourraient rejoindre aussi nos contemporains? Alors, sur la question climatique, par exemple, un point qui m'a particulièrement touché, moi, c'est l'augmentation de la température par rapport à notre capacité corporelle de l'assumer. Augmenter de quelques degrés à la surface du climat, ça veut dire que dans certaines régions du globe, il va dépasser les 45 degrés, 45 à 50 degrés. Et 50 degrés, on meurt à 50 degrés. Parce qu'on ne peut plus transpirer, parce qu'on ne peut plus se refroidir, etc. Alors, on meurt ou on émigre. C'est-à-dire qu'il y a des centaines de millions de Pakistanais ou d'Indiens ou du Bangladesh vont devoir partir parce qu'il fait trop chaud chez eux. Et donc, ça, on sait que d'ici 30 ans, ces températures vont être atteintes dans un grand nombre de pays du monde. Et là, il y a vraiment une certitude, là, une détresse humaine, à la fois la mort possible pour tous ces gens qui ne pourront plus survivre, et à la fois une question migratoire qui va être insupportable pour l'Occident, par exemple. Et donc là, je crois que cette question de la migration, cette question de la fraternité humaine me touche particulièrement parce que voilà, l'augmentation de la chaleur nous menace tous, sur un simple plan de la santé et de la capacité de vivre. Il y en a beaucoup d'autres. Qu'est-ce qui vous permet de militer de manière non anxieuse, de dépasser l'éco-anxiété pour proposer un bien-vivre désirable? Alors, ma foi chrétienne est importante dans cette dimension. Pour ne pas tomber, comme beaucoup, dans une espèce de dépression totale en disant c'est foutu, on n'y arrivera plus, c'est mort, ne faisons plus d'enfants, voilà, c'est fini. Et j'ai au fond de moi ancré la dimension de l'espérance. L'espérance, c'est pas l'espoir. Hein. L'espoir, c'est ce qui va se passer demain. L'espérance, c'est une posture. Hein. Et donc, celle que Dieu nous donne en disant... Mon père m'a dit, c'est une phrase que j'ai toujours en moi, qui m'a dit il ne te laissera jamais tomber, il te tiendra la main tout le temps. Et donc cette idée que mon père spirituel va m'accompagner sur ce chemin, qui est quand même le nôtre, parce que c'est nous qui sommes responsables de la Terre pour le coup, me donne du moteur pour avancer, pour essayer de convaincre mes concitoyens dans des conférences comme celle-ci, de parler à mes enfants aussi, de dire, voilà, faites des enfants aussi, n'abandonnez pas ce chemin de la vie, hein, il est important, car c'est de vous et de vos enfants que naissera la solution, pas des miennes. Moi, je suis déjà vieux, et donc, mais je peux aider à positiver et à donner un élan, voilà, c'est possible, on peut le faire. D'ailleurs, ça fonctionne. On voit bien qu'il y a des groupes humains de plus en plus importants qui s'y mettent aujourd'hui, qui prennent le vélo, qui prennent pas l'avion, qui mangent pas de viande, qui achètent moins de vêtements, etc., etc. Donc, c'est possible. Un mot pour conclure. The Shift, The Shifters, ça veut dire quoi?
Shift en anglais, ça veut dire basculer. Et le principe, alors c'est un amusement de Jean Covici qui aime bien le monde anglo-saxon. Faire shifter la France, c'est son argument, c'est-à-dire le faire basculer. Il aurait pu trouver le mot basculer, mais il trouvait ça moins drôle. Le faire basculer vers un mode raisonnable, c'est-à-dire qui respecte notre avenir et qui respecte ce monde fini. Merci Jean Fontanieu. Allez-y, poussez, comme on dit rugby. Ça va finir par basculer. Merci beaucoup. Merci à vous.